Dernier épisode avec mon invité Pierre-Anne Lacroix, qui est ergothérapeute. Cette fois-ci, on va parler des douleurs de nos enfants. Donc, quand est-ce que c'est une vraie douleur? Puis est-ce qu'il y a vraiment des fausses douleurs? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand un enfant nous dit qu'il a mal à quelque part? Comment le questionner? Comment évaluer dans le temps? Comment ça évolue? Et si tu as un enfant qui a des douleurs chroniques, qu'est-ce que tu peux faire pour lui faire expérimenter des belles choses dans son corps qui va l'aider à vivre plus positivement, possiblement, ou avoir au moins une meilleure qualité de vie, une meilleure fonction? On fait beaucoup d'analogies avec les adultes aussi parce que Pierre-Anne, comme moi, a travaillé beaucoup avec la clientèle adulte. Donc, bienvenue dans cet épisode du canal vaginal qui fait le tour des douleurs chez les tout-petits. Bonne écoute! Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Épisode que j'avais hâte de faire, Pierre-Anne. Pierre-Anne Lacroix, ergothérapeute, hein? Eux autres, ils savent pas, mais on les tourne toutes back-à-back. Oui, c'est ça. Hey, allô! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Comme ça, on s'était Ça pas fait pas vu 4 encore. heures qu'on est ensemble, hein? Mais c'est un épisode important parce qu'on va parler de douleurs chroniques chez l'enfant. Oui. Et peut-être que tu te dis, je suis pas interpellée par les douleurs chroniques des enfants, mais en fait, on les invalide tellement, les douleurs des enfants. Vraiment. Et c'est des enjeux tellement grands aussi, les douleurs des enfants. Donc, on va essayer de ramener un peu d'ordre dans toutes nos croyances qu'il faudrait peut-être qu'on mette de Ouais. côté. Hein, créons-en des plus douces, C'est plus douce. des oui. plus aidantes pour tout le monde. Et on va essayer de voir un peu là, comment qu'on pourrait travailler autour des douleurs chroniques aussi quand on est un parent ou un professionnel de la santé. Fait que pourquoi tu voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, en fait? Commençons par ça. Ben oui, en fait, moi, je voulais parler de ça parce que j'ai vu, en fait, plusieurs enfants dans ma pratique là, pour plein de circonstances qui ont vécu des douleurs chroniques. Puis je me suis rendu compte à quel point, là, sur aussi l'impact sur la dynamique familiale, sur les parents qui savent plus comment, finalement, aider leurs enfants qui sont en souffrance à aller mieux. En fait, là, moi, de la base, là, j'ai été formée en rééducation sensitive des douleurs en rééducation sensitive des douleurs neuropathiques, je vais y arriver, à l'adulte. Puis, finalement, je me suis vraiment intéressée à savoir là, c'est quoi le phénomène de douleur chronique, comment on traite ça. Puis là, maintenant que je fais de la pédiatrie, bien, j'ai amené cette approche-là avec les enfants. Fait que j'ai des parents qui sont venus me consulter pour, là, justement, là, des douleurs chroniques de leurs enfants, là, avec, qui étaient un peu en perte de moyens, là, puis savoir comment, là, tu sais, des enfants qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus rien faire parce qu'ils étaient trop en douleur, des réactions émotionnelles vives dans toutes les circonstances parce que finalement, les douleurs étaient trop envahissantes. Puis ça me crève tellement le cœur de voir des petits minous, finalement, qui sont dans ces conditions-là, que je me suis dit, mais il faut qu'on en parle, puis il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants-là. Puis là, tu sais, c'est quand même pas si commun comme d'avoir ces douleurs-là limitantes à ce point-là. Bien, en fait, c'est pas si commun, mais il y a certaines circonstances qui peuvent finalement ajouter ou maintenir des conditions de douleur chronique. Fait que, par exemple, nos enfants qui ont eu beaucoup d'hospitalisation en bas âge, fait que si on parle, par exemple, de nos enfants prématurés, peuvent être plus à risque parce qu'ils ont eu plein d'interventions médicales sur eux duquel ils sont restés avec des sensations physiques associées finalement à du sensoriel qui a été plus négatif. Des enfants pour des conditions qui ont eu, par exemple, des chirurgies ou qui ont eu de nombreuses hospitalisations, bien ça peut finalement être des facteurs qui contribuent à la présence des douleurs chroniques ou à la cristallisation de certaines douleurs. OK. Puis une douleur chronique, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est une douleur qui est persistante, fait, qui va se maintenir dans le temps, puis qui va avoir un impact fonctionnel. Donc, sur la capacité à réaliser des choses dans notre quotidien, bien, cette douleur-là, elle va avoir un impact, puis ce que ça va faire, c'est que ça va limiter finalement la participation de notre enfant. Un peu comme chez l'adulte qui est en douleur chronique, bien, lui aussi, il va être limité, puis il y a des choses qu'il ne sera plus capable ou qu'il n'aura plus envie de faire, parce qu'il y a aussi un gros aspect émotionnel en lien avec les douleurs là, qui ne nous donnent pas le goût finalement de faire des choses. Puis là, tu parles de douleurs quotidiennes, mais ça peut aussi être des douleurs cycliques. Oui, ça peut être des douleurs cycliques qui reviennent, effectivement. Donc, tu es bien pendant un certain temps, ça revient. Tu es bien un certain temps, ça revient. Ouais. Fait que voilà. Donc, une douleur chronique, ça ressemble à ça. Puis déjà, tu as donné des petites puces, là, si toi, ton enfant était hospitalisé, s'il y a eu beaucoup d'examens quand il était tout petit. Mais tu m'as aussi parlé, avant qu'on tombe en onde, de l'hypersensibilité. Oui, en fait, là, il y a certains enfants qui vont démontrer des signes de douleur chronique par l'hypersensibilité.
Fait qu'en fait, moi, j'en ai des enfants là, que les parents me consultaient d'abord pour de l'hypersensibilité, puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des sensations de type brûlure, engourdissement, qui étaient là, qui étaient vraiment des douleurs neuropathiques qui étaient présentes. Fait que oui, on a traité l'hypersensibilité sensorielle, mais on a aussi traité les douleurs sous-jacentes qui étaient là parce que c'était une combinaison des deux problématiques qui étaient présentes puis qui causaient finalement Ça, on des le voit comportements. avec n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu sais, par exemple, si tu baignes dans un corps inflammé, tu toléreras plus le lait et le gluten. Mais si tu règles pourquoi tu es en inflammation en dedans, le lait et le gluten, tout d'un coup, ça va mieux. Fait que là, on voit ça aussi avec l'hypersensibilité. Ou est-ce que tu tolères pas la moindre chose parce que déjà, tu as un système qui est en alerte, Qui est en douleur, puis tu es exact. en fatigue, fait que tu peux plus tolérer. Donc, ça peut être intéressant là, les hypersensibles d'évaluer, voir si c'est leur douleur chronique qui amène ça. Puis des fois, c'est des conditions qu'on n'a pas pris en compte à la base. C'est par exemple des enfants qui vont naître là, avec une dystocie de l'épaule. Bien, ça peut avoir atteint finalement certains nerfs. Puis là, tu sais, quand ils sont bébés, on ne se rend pas nécessairement compte qu'ils ont des douleurs. Puis finalement, quand ils vont vieillir, bien, il y a des symptômes qui vont apparaître, qui vont nous démontrer qu'ils ont des douleurs qui sont là, qui pourraient être associées à ça. Tu sais, on n'aura jamais la vraie cause. Tu sais, des fois, ils ont des douleurs qui sont là, puis on ne pourra pas toujours associer à un événement. Mais il faut prendre en charge cette condition-là quand les enfants ils nous démontrent des signes de douleur qui les limitent, là, c'est sûr. Puis quand tu parles d'une blessure de naissance, par exemple, qui sont plus nombreuses qu'on croit, ouais. L'affaire, c'est que l'enfant grandit autour de ça. Fait qu'il pense que c'est sa norme. Il ne sait pas, lui, qu'il peut être mieux que ça, tu sais, dans son petit corps. Fait que ça va être dur pour un enfant de dire « j'ai mal ici » ou « j'ai mal là ». Puis justement, de nommer la douleur clairement, c'est une compétence qu'on développe vers quel âge environ? Je te dirais que mes 3-4 ans sont quand même capables de nommer qu'est-ce qu'ils vont sentir dans leur... Tu sais, ils ne seront pas capables nécessairement de te dire c'est quoi la sensation. Tu sais, est-ce que ça picote, est-ce que ça brûle, est-ce que ça... Tu sais, il y en a que ça va être flagrant quand c'est vraiment des douleurs qui sont présentes depuis longtemps. Mais à 3-4 ans, ils sont quand même capables de me dire là, où est-ce qu'ils... sur leur corps. Tu sais, quand ils commencent à connaître les parties du corps, habituellement, ils sont quand même capables d'avoir une conscience de ce qui les dérange. Mais je te dirais qu'avant ça, ils n'ont pas tout à fait les connaissances, tant au niveau du langage qu'au niveau de la conscience corporelle pour être capable de le Non, faire. c'est ça. Puis au niveau neuro aussi, Ouais. toute la perception du corps, ça se développe avec le temps. Là, donc, ça peut être plus difficile d'être précis. Puis même pour un adulte, d'être précis dans la description de ses douleurs, c'est pas évident parce que des fois, elles sont très profondes, lancinantes, puis sont dures à décrire. Donc, pour un petit enfant, ça va être complexe quand même. Fait que là, on parle d'hypersensibilité, que ça pourrait être un signe qui nous alerte que peut-être notre enfant a des défis plus de type douleur. Ouais. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille? Ben, par exemple, un enfant qui veut pas utiliser une partie de son corps. Fait que, par exemple, va toujours aller utiliser la même main ou va refuser, par exemple, de mettre la mise en charge sur un membre. Tu sais, mettons, il voudra pas se mettre à 4 pattes ou il voudra pas debout mettre une mise en charge égale. Tu sais, ça peut être Ou dans les escaliers, par exemple. Oui, il dans les prend escaliers. toujours la jambe gauche pour monter. Ouais. Ou les murs d'escalade dans les parcs, il prend toujours la jambe gauche pour monter, il prend pas la droite. Fait que là, ça pourrait être un signe, justement, que sa jambe droite, il y a quelque chose qui cloche. Exactement. Ou, tu sais, là, il faut exclure, tu sais, que c'est pas biomécaniquement ou c'est pas en frais de force musculaire qui ont un débalancement. Mais si tout ça est normal, ben oui, ça pourrait être une cause plus douloureuse, finalement, qui nous amène qui amène l'enfant à avoir ce type de comportement. Oui, puis il nous le dira pas, tu sais. Il va Pas falloir qu'on nécessairement, soit... ouais. Y a-tu d'autres choses où c'est pas mal ça? Bien, ça va ressembler souvent à des hypersensibilités. Tu sais, mettons, des enfants qui n'aiment pas les textures, bien, ça se peut que ce soit parce que ça soit vraiment désagréable, parce que des douleurs, par exemple, neuropathiques, bien, ça crée finalement des sensations désagréables sur la peau. Fait que là, c'est là où il faut exclure qu'est-ce qui est de l'hyper... Bien, tu sais, les deux peuvent être en cohabitation, là, mais tu sais, des fois, cette hypersensibilité-là, bien, finalement, se réglera pas nécessairement juste avec une approche d'exposition positive. Il faut aller traiter aussi tout l'aspect chronicisation de la douleur qui est en combinaison avec notre hypersensibilité. Oui. Puis, OK. Fait que c'est vraiment fascinant. Puis, mettons, si tu veux donner des petits exemples, si tu peux en donner des exemples de conditions qui amènent des douleurs, peut-être? De conditions, qu'est-ce que tu veux dire par Bien, déjà, condition? tu as parlé, tu sais, quand tu nais avec, tu as une dystocie d'épaule. Ça, la dystocie d'épaule, c'est quand que les épaules passent pas dans le bassin, Ouais. en fait. Tu peux avoir des blessures, là, aussi à la clavicule, au cou, au nerf de cou, au nerf de bras. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient amener des enfants à avoir des douleurs? Bien, il peut y avoir toutes les chirurgies, même s'ils sont mineurs. Tu sais, quand on lacère de la peau, ça peut créer des zones qui sont douloureuses. Tout ce qui est fracture, blessure avec étirement, ça peut tout créer des douleurs de type Les neuropathique. chutes. Les chutes. Fait que des fois, il n'y a pas besoin nécessairement, tu sais, la chute peut être arrivée, puis on n'a pas l'impression nécessairement que notre enfant a eu quelque chose de cassé, mais il peut quand même avoir eu des dommages qui se sont créés dans son système nerveux. Puis moi, j'ai un exemple à donner. Vas-y. Ma fille Alison, quand elle avait 1 an, elle marchait.
puis elle est tombée sur ses fesses, à 1 an, elle était tout petit. Elle est tombée sur ses fesses sur la barre de mon vélo stationnaire. Puis elle s'est mise à hurler. Vraiment, elle avait une douleur extrême. Puis quand j'ai vérifié ses fesses, j'ai vu que son coccyx était tout déplacé vers la droite. Fait que j'ai replacé son coccyx, puis soudainement, elle s'est mise à mieux aller. Mais ça n'a pas fini là. Moi, je me suis dit, regarde, on a à peine eu le temps que son coccyx soit déplacé, je l'ai replacé, puis elle était soulagée, fait que c'est réglé. Mais Alison, elle s'est mise à développer une scoliose plus elle grandissait. Une scoliose idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi qu'elle a sa scoliose, et elle est montée à 18 degrés. Après 20 degrés, tu commences à nuire à tes organes internes. Fait qu'elle avait un corset de nuit, puis on allait lui mettre un corset aussi de jour bientôt. Et en traitant ses tensions myofasciales par rapport au coccyx et à son dos, bien, on a enlevé ses douleurs de 1 et sa scoliose est revenue à 8 degrés. Ah non, c'est ça. Fait que c'est fou comment ça... Ça a des impacts immenses. Ben oui. Les petits événements de nos enfants. Puis souvent, mes clientes, c'est des clientes en cas chronique que je traite la plupart du temps avec mon approche. Puis souvent, on va traiter une condition qui en cachait une autre, qui est liée à un accident qu'il y a eu il y a quelques temps, qui cachait une autre condition, qui cachait... Fait qu'on est comme en train d'enlever des couches et des années d'adaptation, puis au bout du compte, on arrive à la blessure de coccyx de quand l'enfant... Ma cliente avait 1 an, puis elle était à 55 ans, tu sais. Fait que c'est important, les petites blessures de nos enfants, comment leur corps s'adapte autour de ça, ça a des effets à long terme. Puis des fois, c'est qu'on s'en rappellera pas. Tu sais, moi, j'ai des parents, c'est ça, qui sont venus me consulter, puis on n'a pas trouvé c'était quoi la cause. Mais clairement, c'était là pareil, parce qu'il en arrive tellement de petites choses que des fois, on a l'impression que ça n'a pas eu d'impact. Mais finalement, le corps a réagi. Tu sais, le corps, c'est une belle machine. Quand il reçoit finalement un impact, bien oui, effectivement, il va envoyer des signaux de douleur, puis il va s'ajuster à ce qui vient d'arriver. Fait que même si visuellement, on regarde notre enfant, puis il a l'air correct, bien des fois, ça peut quand même cacher certaines problématiques du système nerveux duquel on ne peut pas, avec nos yeux, voir finalement. Tu sais, c'est ça qui est un peu difficile avec la douleur. Hein? Tu sais, la douleur, on ne peut pas la visualiser, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la qualifier. C'est seulement la personne qui la perçoit finalement qui peut nous donner une idée de ce qu'elle a l'air. Fait que chez nos tout-petits, ça aussi, c'est un défi. Tu sais, d'essayer, tu sais, on disait tantôt, tu sais, il ne faut pas les banaliser, mais d'essayer de leur faire verbaliser c'est quoi qu'ils ressentent dans leur corps. Bien, ça aussi, c'est pas toujours facile de trouver des... Tu sais, moi, je passe beaucoup par des images pour essayer de savoir finalement quelle sensation ça fait dans leur corps, parce que je vais traiter différemment si c'est, par exemple, du feu, une brûlure, la sensation qu'ils ont, que si, par exemple, c'est comme des petites fourmis, que si c'est la sensation que ça pince. Fait que, tu sais, d'essayer de comprendre dans le langage d'enfant aussi, c'est quoi la réelle sensation qu'ils ont, puis à quel moment ça se passe aussi. Ça peut nous donner des indicatifs de, bien, c'est-tu spécifiquement quand il fait quelque chose qu'il y a une douleur, ou si finalement c'est une douleur qui revient, si on parlait cyclique tantôt. Ah, bien, c'est toujours le soir. OK, mais c'est quoi finalement qui amène cette douleur-là en soirée chez mon enfant? Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est comme tout un défi quand on traite des enfants en douleur chronique, de bien cibler puis de bien comprendre c'est quoi les phénomènes qui se passent là, dans leur corps. Puis un réflexe qu'on a, parce que souvent, les gens qui nous invalident le plus, c'est nos proches. Puis ça arrive souvent qu'un petit enfant va dire « ben j'ai mal », puis on va juste dire « ah, ça va passer » ou c'est des douleurs de croissance ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus? Bien, c'est sûr que si c'est, tu sais, ça va avec la récurrence, hein, pour dire que c'est chronique, il faut que ça soit plus d'une fois. Fait que quand ton enfant, il parle d'une douleur, bien, de ne pas s'attendre que si la douleur est encore présente, l'enfant va nous en reparler, mais de le re-questionner quelques jours après. Tu te souviens, tu m'as parlé que tu avais eu mal à tel endroit, bien, est-ce que ça fait encore mal? Fait que là, s'il dit non, bien parfait, OK. On va aller revalider une couple de jours après. Mais ça se peut qu'ils disent oui. Puis que oui, c'est encore un peu tannant. Mais là, si c'est oui, après une couple de fois qu'on lui demande, bien là, il faut commencer à se poser la question pourquoi ça persiste, cette douleur-là. Parce qu'il y a des enfants qui, spontanément, n'iront pas le nommer que la douleur, elle est encore présente. Fait que de ne pas prendre pour acquis que si mon enfant me le dit pas, c'est que la douleur, elle est plus là. Oui, puis c'est notre responsabilité d'aller questionner. Puis un réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ben, il exagère ou il ment. Ouais. Est-ce qu'un enfant peut mentir en disant qu'il a mal? Ben non, parce que si il y a pas une réelle douleur physique, clairement, c'est que c'est associé à une émotion. Oui, fait qu'il y a quand même quelque chose à adresser. Il y a quelque chose à adresser, que ce soit un mensonge, que c'est pas physique comme douleur, alors que c'est ce qu'on le questionne, mais clairement, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui fonctionne pas. Ça, là, au niveau émotionnel, on s'entend que, tu sais, moi, dans les cours, en tout cas, de douleurs liées au psychologique, tu sais, on va sentir nos douleurs dans le corps bien avant de avoir conscience qu'on a un inconfort psychologique. Oui. Fait que ça, c'est valide aussi. Fait que, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, justement, par exemple, aux petits-enfants qui ont mal au ventre avant d'aller à l'école le matin?
Bien, c'est d'adresser l'émotion qui est en dessous de la douleur aussi. Tu sais, que ce soit qu'on ait l'impression que c'est, par exemple, de l'anxiété d'aller à l'école ou que ce soit une douleur physique, bien, de quand même valider l'émotion qui est en dessous de ça. Parce que pas parce que c'est de l'anxiété que c'est une douleur à banaliser. Exactement. Au contraire, elle est tout à fait valide. Puis si on n'est pas sûr de c'est quoi qui se passe en dessous de la douleur, bien, c'est de questionner avec une ouverture. Hey, ça se pourrait-tu que tu n'aies pas le goût d'aller à l'école ce matin puis c'est ça qui te donne mal au ventre? Ça se pourrait-tu que ça soit ça? Parce qu'il y a mal au ventre, pas vrai. Exactement. Tu sais, le mal de ventre, il est là, le symptôme, il est là, mais là, ce qu'il faut aller voir, c'est quoi qui est en dessous. Puis si c'est pas émotionnel, bien là, ça se peut qu'il y ait une cause physique qui soit là. Mais si on va pas questionner qu'est-ce qui est en dessous de ça, puis qu'on fait pas notre détective à essayer de trouver ce qu'il y en est, bien ça se peut que cette douleur-là elle perdure, que notre enfant nous en parle pas, puis que la situation se chronicise puis s'aggrave. Fait que sans dire que... tu sais, c'est ça, c'est qu'en fait, même si on a l'impression que c'est pas la réelle cause de ce que notre enfant nous parle, ce qu'il nous dit à ce moment-là, s'il parle de douleur, c'est qu'il y a réellement quelque chose à adresser. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit cognitif, il y a quelque chose à adresser là. Puis moi, je sais que le réflexe, ça va être de dire « Ah ben non, ça va passer. Ah ben non, ça va passer. Ça va-tu passer? » Bien, c'est ça. Tu sais, ça va vraiment dépendre c'est quoi la condition. Fait qu'au lieu de se dire « Bien, ça va-tu passer? » Assurons-nous que ça passe pour vrai. Tu sais, mettons des choses en place pour s'assurer que ça... Ça veut pas dire d'intervenir ici, maintenant, le jour 1. Tu sais, si tu as l'impression que c'est peut-être un peu plus émotionnel, ben on va aller voir c'est quoi l'émotion qui est en dessous. Puis ça veut pas dire qu'on va prendre une intervention médicale ou une intervention pour soigner la douleur à ce moment-là. Mais clairement, si on voit qu'il y a des choses qui se maintiennent, bien là, il va falloir commencer à penser à qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça. Oui, puis ça peut être simple comme du musculo-squelettique. Oui. Là, je dis que c'est simple parce que c'est mon métier. Puis pour moi, c'est pas compliqué. Mais ça peut être des... Puis tu sais, ça, tu en as parlé tantôt, une petite intervention. Ça n'a pas besoin d'être gros pour affecter nos systèmes de fascia, qui sont les structures de soutien dans notre corps qui soutiennent les organes, qui compartimentent aussi chaque segment. C'est pas juste comme un tas d'organes qui tombent dans la gravité. Là, on est tous suspendus là-dedans. Puis dès qu'on vient toucher un fascia, en fait, ça vient affecter toutes les chaînes de soutien dans le corps. Par exemple, après une césarienne, c'est ça que j'avais en tête en te parlant, dans les fascias, en fait, ça peut se répercuter jusqu'à une fasciite plantaire, ta césarienne. Ça peut se répercuter jusqu'à des problèmes de mâchoire, ta césarienne. Fait que ça, pour les enfants aussi, tu sais, que tu te fais une intervention, tu es tout petit, puis là, tu grandis autour de ça. Comment tu vas grandir autour de ça, ça peut avoir des effets sur, justement, des inconforts chroniques. Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pas à banaliser. Mais c'est pas non plus à exagérer, parce qu'il faut faire attention aussi pour que l'enfant développe pas non plus une perception de lui-même qu'il est pris en charge parce qu'il a une douleur. Tu sais, ça aussi, il faut essayer de faire attention de... Tu sais, la douleur, elle est réelle, elle est là, mais il faut essayer aussi de... c'est pas de déconnecter l'enfant de sa douleur que je veux dire, mais que l'enfant n'est pas juste une douleur. Tu sais, il a une personnalité, il a une passion, Fait que, tu sais, il faut aussi faire attention quand on fait une approche de douleur chronique à s'assurer qu'on valorise pas juste l'enfant par sa condition douloureuse, mais qu'on aille jouer aussi sur toutes les sphères de sa motivation, de qui il est comme enfant, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi qui lui fait plaisir, pour aussi déconnecter l'aspect douleur. Parce que souvent, l'aspect plaisir, quand on mise dessus, bien, on arrive à aller diminuer un petit peu aussi l'aspect douleur. OK. Ça, c'est pas tout à fait clair. Peut-être que tu as un exemple à donner sur, justement, où est-ce qu'on vient mettre trop l'accent sur la douleur, puis là, ça va être problématique. Ça va être problématique de quelle façon aussi? Bien, par exemple, là, tu sais, des fois, on va dire, il cherche l'attention avec la douleur. Parce qu'on y en donne tout le temps quand il y a de la douleur. Fait que là, on pourrait commencer à croire que c'est comportemental. C'est ça, exactement. Fait que c'est là où il faut le reconnecter avec son corps, avec ce qui lui fait du bien, mais en considérant que la douleur, elle est réelle. Fait que oui, je le sais que tu as mal, regarde, on va trouver des trucs pour que tu sois bien dans ton corps. Fait que par exemple, on va aller offrir des stimulations qui vont être sensorielles, qui vont être agréables. Fait qu'on lui offre finalement son besoin de connecter, mais on part de sa douleur, on la considère, mais on reste pas juste sur la douleur. OK. Fait que là, tu me donnais des trucs justement parce que moi, je vis avec un enfant qui a des douleurs chroniques quotidiennes, invalidantes. Fait que justement, de mettre de la musique douce, de venir passer un petit pinceau tout doux sur sa peau pour qu'il se connecte à la sensation agréable. Puis justement, bien, ça vient de prendre la place. On appelle ça le portillon, en fait. Oui, exactement, avec la théorie du portillon. Fait que oui, tu sais, de reconnecter avec le fait que notre corps peut être agréable. Parce que ce qui se passe quand ils sont en douleur chronique, c'est que la douleur, elle est souvent très présente et très intense. Quand c'est cyclique, bien, on a des moments où on est bien, mais dans nos pics où c'est douloureux, bien, la douleur, souvent, elle est présente sur plus long terme.
Fait que ce qu'on voudrait, c'est essayer d'aller créer des moments aussi où cette douleur-là, elle est pas que notre corps n'est pas que douleur, qu'il y a aussi des moments qui sont agréables. Puis je suis capable de retrouver du contrôle sur mon corps puis des sensations agréables dans mon corps. Puis même si, mettons, la douleur est encore là, tu peux quand même avoir des moments agréables. Exactement, tu peux quand même avoir encore du plaisir. Puis papa puis maman, ils vont être contents de passer du temps avec toi dans des activités agréables que t'aies de la douleur ou que t'en aies pas. Oui, je comprends. Fait que pour essayer de pas non plus, c'est un peu comme chez l'adulte, on veut pas que l'adulte se voit juste comme un être en douleur qui est pris en charge pour sa douleur. T'sais, on veut qu'il retrouve des rôles, mais c'est un peu la même chose pour l'enfant. On veut qu'il retrouve son rôle d'enfant qui est de jouer, qui est d'avoir du plaisir malgré la condition douloureuse qui est présente. OK. Puis pour un adulte, justement, parce que tu as travaillé avec cette clientèle-là, puis quand même, dans les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des symptômes chroniques. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Bien, c'est de prendre du temps pour reconnecter avec son corps puis retrouver des choses qui nous sont agréables. Parce que je sais que quand on vit dans une situation de douleur chronique, c'est pas facile de changer notre façon de penser, qu'on n'est pas juste douleur, mais qu'il y a aussi des moments agréables qu'on peut reconnecter. Qu'on est capable malgré la présence de la douleur. On peut encore avoir du plaisir dans certaines choses. Fait que de se trouver des moments où on est conscient qu'on est en train d'avoir du plaisir et qu'on est capable encore de retrouver des moments qui sont agréables. Fait que ça peut se faire avec des stimulations sensorielles, comme tu expliquais, là, avec les petits pinceaux, les petites plumes, où est-ce qu'on vient se donner des petits frissons confortables. Fait que ça peut être de trouver une zone dans notre corps qu'on sait qui est confortable, qu'on peut aller avec quelque chose qui est super doux, pour retrouver que ce soit 1 minute de notre journée où notre cerveau n'est pas concentré sur le fait qu'on a mal, mais est concentré sur une sensation qui est agréable, pour retrouver des petits moments où c'est agréable d'être dans notre corps. Ça va faire quoi concrètement? Bien, c'est qu'après ça, on va aller un peu revirer la boucle de la douleur. Parce que quand on est toujours en train de penser à notre douleur, bien, c'est sûr que notre cerveau il se concentre là-dessus, puis ça fait un phénomène que l'on a l'impression de fait que notre douleur elle est plus grande puis qu'elle est plus présente. Mais en fait, c'est que ça crée aussi des nerfs de douleur à la région douloureuse. Puis à un moment donné, même s'il n'y a plus la raison d'avoir mal, par exemple, on a encore les chemins de douleur. Fait qu'une sensation va voyager dans des nerfs de douleur puis être interprétée en douleur, mais il n'y a plus de douleur, en fait. C'est ça. Fait que c'est comme de réorganiser les informations dans notre cerveau avec des sensations agréables. On veut retrouver du agréable dans notre corps qui a trop longtemps souffert puis qui a créé trop longtemps des connexions de douleur. Fait que c'est la même chose chez les enfants qui ont des douleurs chroniques. On veut aussi aller recréer ça avec eux. Parce qu'après ça, on a bien moins de chances qu'ils anticipent, par exemple, de toucher à des choses ou de porter leurs vêtements s'ils ont eu des sensations agréables dans leur corps, parce qu'ils savent que leur corps peut être agréable et n'est pas juste de l'anticipation de sensations désagréables. Nos petits cocos, hein? Oui. Mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est souvent mis sur le dos des douleurs de croissance. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur les douleurs de croissance? Bien, en fait, tu sais, c'est un peu la même chose que... les coliques. Oui, les coliques. Tu sais, on le saura jamais si c'est réellement ça. Tu sais, je pense qu'il faut juste les prendre en considération puis s'assurer que ça se maintienne pas dans le temps. Parce qu'on s'entend que notre enfant a des douleurs de croissance, ça ne perdurera pas sur plusieurs semaines, là. Fait que, en principe, si c'est des douleurs de croissance, ben ça risque d'être ciblé dans des régions qui sont celles qui vont croître. Ouais. On s'entend qu'un mal de ventre, ce n'est pas une douleur de croissance. C'est pas un endroit d'une région où il y a des... Un tibia, oui. Un tibia, oui. Possiblement. Parce que vers l'adolescence, quand tu as des douleurs plus aux genoux puis tout ça, il faut quand même t'y investiguer, là, parce que c'est là la fréquence des cancers des os, c'est à ce niveau-là souvent. Exactement. Puis c'est de s'assurer, si on pense que c'est des douleurs de croissance, ben on pourrait s'attendre que notre enfant grandit. Fait que, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de juste s'assurer que, est-ce qu'il a grandi? Est-ce que c'est ça, finalement, qui s'est passé? Oui, vérifier s'il a grandi vraiment. Exactement. Puis ça, si c'est des douleurs de croissance, de venir faire des massages va aider grandement, en fait, à dégager la région, à créer de l'espace pour accueillir cette croissance-là. Fait que ça peut vraiment aider là, d'avoir une petite culture de massage à la maison. Moi, je masse mes enfants quasiment tous les jours, en fait. C'est moi, un je le petit moment recommande précieux. beaucoup, en fait, à beaucoup de parents, parce qu'au niveau proprioceptif, tout ce qui est sensation profonde et super calmante pour le système nerveux. Donc, pour tous mes enfants hypersensibles en douleur, ben, je le recommande parce qu'on vient finalement se connecter à notre système profond qui vient finalement créer des hormones de bonheur puis qui font du bien au corps. Expérience positive avec le corps, Exactement. Dans un corps qui va pas bien. Mais c'est pas juste ça aussi. Même chez les enfants qui vont bien, oui, ça vaut la peine parce que tu es en train de leur dire que leur corps est important. Puis en prendre soin, c'est pas juste de contrôler son poids ou d'essayer de transformer son corps, exact. Mais c'est de vraiment l'aimer, de le toucher, de le comprendre. C'est un beau moment de connexion. C'est un moment de connexion. Puis c'est beaucoup la connexion
en tout cas, moi, avec mes clientes en douleur chronique, qui fait la différence dans leur sentiment de compétence, dans leur fonction du quotidien, leur qualité de vie, c'est de se reconnecter, de retrouver confiance en certains petits moments qui fait qu'au bout du compte, il y a un effet boule de neige. Fait que ça, cette reconnaissance-là, cette conscience-là, cette connexion-là, ça redonne une forme de pouvoir dans des choses qu'on n'a pas de pouvoir. Puis ça fait qu'au bout du compte, on a une amélioration de notre qualité de vie. Oui, c'est ça. Puis, chez les enfants, où c'est plus difficile, parce que il y a des enfants qui ne veulent pas se faire toucher en lien avec toute leur hypersensibilité, bien, des fois, ce que je fais, c'est que je leur demande de faire un massage à maman, par exemple. Fait qu'on peut commencer sans que ça soit trop intrusif à l'inverse. Si tu sens que ton enfant est trop réactif, anticipe trop, bien, ça peut être de commencer par là. Fait que de commencer par une région, puis là, tu lui fais masser, mettons, ta propre région, mettons que c'est la main. Oh, regarde comment ça fait du bien. Oh, maman, elle aime vraiment ça. Oh, c'est vraiment plaisant. Est-ce que tu veux que je l'essaye sur toi? Fait que des fois, juste de passer par le fait qu'on est donc bien content parce qu'on est en connexion avec eux, qu'eux, ils nous le fassent sur nous. Puis après ça, des fois, c'est moins confrontant. Fait que pour mes enfants, tu sais, j'en ai qui sont très braqués contre le toucher parce qu'ils ont peur, finalement, que ça l'augmente. Bien, des fois, de le passer à l'envers parce que c'est eux qui contrôlent le toucher. Tu sais, quand ils te massent, bien, c'est lui qui décide c'est quoi la pression qu'il met, c'est quoi la zone qu'il pèse, c'est avec quoi qu'il va utiliser. Puis là, on peut rendre ça un peu ludique dans le sens, OK, vas-y avec tes mains, vas-y avec ton coude, masse-moi avec tes pieds. Masse-moi avec le pinceau, justement, ou masse-moi avec la débarbouillette, masse-moi avec la doudou. Fait qu'on peut rendre ça plus ludique pour les enfants, que c'est un petit peu plus difficile là, d'accepter les touchés physiques. Là, ça peut être une belle alternative pour essayer de se rendre, parce qu'une fois qu'on a réussi à le rendre dans une routine, ça fait vraiment des beaux changements. Petit coco. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites à un enfant qui vit des douleurs? Écoute, je lui souhaite d'être entendu dans sa douleur, puis d'être soutenu à diminuer autant que possible. C'est pas tous les enfants qui vont maintenir ces douleurs-là, mais c'est pas tous les enfants qui ont réussi à complètement les enlever. Fait que de mieux comprendre aussi comment leur douleur fonctionne pour essayer que ça ait le moins d'impact possible là, sur leur vie. Moi, je leur souhaite aussi quelque chose. Vas-y. Je leur souhaite qu'on les croit. Oui. Qu'on écoute, qu'on n'essaie pas d'invalider ou de minimiser. Parce qu'en fait, ça a des impacts sur plus tard aussi. Quand ils vont avoir besoin de soutien, est-ce qu'ils vont sentir qu'ils vont être soutenus ou pas? Ça peut avoir des impacts très grands. Donc, je leur souhaite aux petits cocos d'avoir cette chance-là, en fait, d'être entendus, écoutés et validés là-dedans. Et qu'est-ce que tu souhaites aux parents qui vivent avec des enfants qui ont des enjeux comme ça d'inconfort? Je leur souhaite de réussir à se connecter avec leurs enfants sur ce qu'ils vivent. Je sais que c'est pas facile hein, de savoir que notre enfant souffre. C'est sûr que comme parent, je pense que Mais c'est parce que c'est pas toujours de la souffrance. Non. Souffrance. C'est des inconforts, là. C'est comme la goutte d'eau qui nous tombe à la même place pendant une période prolongée. Oui. À un moment donné, on dirait que c'est un couteau, là. Fait que c'est pas obligé d'être la fracture avec un os une fracture ouverte, là. Ça peut être vraiment très profond. Une douleur de fascia, par exemple, qui a des impacts très grands dans la fonction, mais qui sont très subtils et difficiles à nommer. Fait que c'est pas obligé d'être gros comme souffrance pour que notre enfant soit affecté. Non, puis que comme parents, on soit affecté par la douleur de notre enfant. On n'est jamais bien quand notre enfant n'est pas confortable comme parent. Fait que je leur souhaite de la douceur là-dedans, puis de prendre le temps. C'est ça, de connecter avec ça, puis de trouver des moments de plaisir, malgré que des fois, c'est des situations qui nous rendent inconfortables. Puis on va finir ça avec les professionnels qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup qui nous écoutent. Donc, qu'est-ce que tu leur souhaites par rapport à ces petits-enfants-là? Je leur souhaite justement de ne pas invalider les douleurs puis de référer aux besoins si ça dépasse tes compétences. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est là que toi, tu n'es pas capable d'adresser parce qu'il y a plein de professionnels qui ont plein de champs de compétences sur les douleurs, bien, si ça sort de ton cadre, bien, plutôt que d'avoir l'impression que c'est pas présent, bien, de référer à la bonne personne pour s'assurer que les familles aient les ressources pour adresser le problème. Oui, parce que c'est pas parce que les tests, mettons, rayon X, prise de sang, sont négatifs qu'il n'y a rien derrière. Ça peut être plus gros aussi. Donc, écoute, je te remercie d'avoir été là pendant ces 4 beaux épisodes. Ça me fait plaisir. On a beaucoup de chance et j'ai hâte de voir aussi les réactions. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'invalider la douleur de tes enfants? Moi, ça m'est arrivé souvent. En fait, on dirait que je suis comme en train de réfléchir à mes façons d'agir quand mes enfants ont mal. Puis pourtant, je suis physio.
Puis pourtant, je les masse tous les jours. Ça va m'arriver aussi de banaliser. Fait que je vais essayer d'analyser ça dans mon quotidien. Si le cœur t'en dit, bien, partage-nous ces moments où tu as l'impression d'avoir peut-être invalidé ou d'avoir peut-être bien agi sur le coup des douleurs de tes enfants. Donc, j'ai hâte de te lire. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, Pierre-Anne, super accessible aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Mon ergo de famille. Donc, tu peux aller la rajouter là, dans ton feed d'actualité pour pouvoir voir tous les partages qu'elle fait. Puis, si tu as des questions, bien, je ne t'ai pas à venir me parler à moi ou parler à elle. Ça va nous faire plaisir de te soutenir dans tes questions, tes démarches, tes incertitudes. On est là pour toi. Sur ce, je te remercie d'avoir été à l'écoute du canal Vaginal. Les exercices